même une poussée économique incroyable et plusieurs Africains veulent aller en Afrique du Sud. Seulement, ils ne s'interrogent pas sur la réalité géopolitique et sociale du pays lorsqu'ils arrivent. Les Sud-Africains qui ont la même couleur de peau comme moi réclament que leur salaire soit augmenté. Ils réclament parce qu'ils ont été réduits en travailleurs. Ils n'ont pas été donnés la possibilité de produire, mais ils travaillent plus pour les autres. Alors ils veulent au moins que le droit d'avoir un salaire quelconque, un salaire qui leur permettra de nourrir leur famille. Ils veulent au moins le droit d'avoir ce salaire-là. Malheureusement, ils ne l'ont pas. Et les Africains qui arrivent en Afrique du Sud, c'est-à-dire qu'ils viennent du Mozambique et d'autres pays, quand ils arrivent là, ils acceptent ces boulots-là, ces jobs qui leur donnent des salaires moindres. Et ça frustre donc les Sud-Africains qui deviennent ce qu'on appelle xénophobes. En fait, ce n'est pas la xénophobie, c'est plus qu'ils ne veulent pas que leur combat soit mis en mal, ou bien qu'ils ne veulent pas que leur combat soit banalisé par l'arrivée d'étrangers. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, même nous, Africains, ça nous concerne tous. Nous devons apprendre de notre histoire, nous devons apprendre de nos combats et nous devons continuer à être solidaires à ce qui se passe à notre histoire, afin de ne pas combattre entre nous, mais combattre l'ennemi. Voilà, c'était... Oui. Ok, maintenant la question sera posée à la sœur. Winnie Mandela disait, je le dirai en anglais, I had always been regarded as a symbol of resistance, and as such I was prepared for the blows that ultimately happened because I accepted the role I was given. I have been seen as the backbone of the African Congress. Comment la femme africaine, peut-elle faire de sa vulnérabilité une force incontrôlable? Et l'histoire de Winnie Mandela, j'aimerais le poser comme ça, parce que nous tous voulons apprendre quelque chose de positif. Nous voulons voir quelque chose de positif à la fin, mais toutes les souffrances de Winnie Mandela peuvent aussi décourager les jeunes filles qui veulent s'engager. Comment son histoire peut donc être une source de découragement pour les filles qui n'ont pas le courage de s'engager? Voilà. D'accord. Voilà, déjà, merci pour ta première question. Tu as mis fort là, parce que... Donc, du coup, comment la femme peut faire de sa vulnérabilité apparente une force incontrôlable? Moi, je vais partir dans l'idée que, habituellement, on a l'habitude de considérer les femmes comme on le qualifie comme le sexe faible. On considère que les femmes sont vulnérables, qu'il faut les protéger, que c'est les personnes qui ont la moindre force. Et donc, on s'étonne parfois quand on a, surtout quand on a des femmes qui se lèvent, qui partent, qui font preuve d'endurance, de perspicacité, qui font preuve de force. Et quelle est donc cette force en fait? Qu'est-ce qui a animé la force de maman Winnie Mandela? Parce qu'on pense que la force, c'est quelque chose forcément de physique, qu'on est fort parce qu'on est capable de mener un combat physique. La force réside aussi dans tout ce qui est le mental. La capacité d'avoir de l'endurance, la capacité d'avoir de la persévérance, la capacité de croire en quelque chose que l'on sait qui est juste. Parce que c'est ce qu'elle a vu. Elle a épousé le combat de son mari. C'était d'abord le combat de son mari. Elle est venue dedans et elle a compris qu'elle pouvait s'approprier ce combat, que c'était aussi le sien. C'était le combat de ses frères, de ses sœurs, de ses enfants, des générations suivantes. Et elle avait le devoir de se lever. Et pour ça, elle avait besoin d'avoir de la force, pour avoir de la conviction. Donc oui, les femmes peuvent paraître comme des personnes fragiles si on doit les mettre en comparaison physiquement parlant avec leur opposé entre guillemets, mais en fait il n'y a pas d'opposition, il y a juste de la complémentarité. Il faut pouvoir être capable de chercher au fond de soi cette force, cette détermination, cette conviction, l'objectif qu'on s'est donné. L'objectif de maman Winnie, c'était lequel?
la libération de son peuple. Au-delà de la libération de son peuple, une question de réappropriation de l'humanité qui a été volée à ce peuple. Ce peuple d'Afrique du Sud, mais au-delà des frontières de l'Afrique du Sud, le peuple africain, le peuple qu'on appelle le peuple noir. Je n'aime pas utiliser le qualificatif de noir. J'en parlais avec ma sœur quand on était en train de conduire pour venir jusqu'à ici, parce que je considère que c'est ce qualificatif, ce racisme qui a été imposé pour justement justifier la mise en esclavage, la ségrégation, l'apartheid. Mais, étant donné qu'on est obligé d'appeler un chat, un chien, et comprendre pourquoi des personnes ont été mises de bas-côté, ont été mises au bas de la société, il faut alors appeler et dire les mots, c'était à cause de la couleur de la peau que les gens ont qualifié de noir, de blanc, etc. Donc oui, le combat de Maman Winnie, c'était de redonner la valeur à ce peuple dit noir, de redonner espoir et de dire on est chez nous, c'est la terre de nos ancêtres. C'est ici, comme on dit, que notre cordon ombilical, nos cordons ombilicaux ont été enterrés. C'est ici que nous sommes nés, nous ne sommes pas nés ailleurs. Alors nous avons les droits fondamentaux, ces droits fondamentaux que tout le monde devrait jouir. Au final, le combat de la revalorisation de la femme est tout simplement le combat de lutte pour l'humanité. Le combat de la revalorisation des peuples, quelle que soit la couleur de leur peau, est un combat de revalorisation de l'humanité. Le combat de libération de l'esclavage, de la néocolonisation que nous subissons encore jusqu'à aujourd'hui, est un combat de libération de notre humanité pour nous redonner cette humanité qui a été volée. Donc lorsqu'on dit que on a face à nous une maman qui semblait être vulnérable, elle n'avait que 22 ans là, Winnie, quand elle a marié son mari, elle n'avait que 22 ans. 22 ans c'est petit aujourd'hui quand on voit nos jeunes. 22 ans, aujourd'hui quand on est grand on dit bah, 22 ans, écoute, moi à ton âge, voilà, 22 ans ça paraît petit. Mais voilà cette femme qui, avec l'apparence d'une personne toute frêle, qui est propulsée dans une violence, dans une brutalité, qui n'a pas de nom. Je pense qu'aujourd'hui, on a beau voir des films, on a beau lire des livres, on ne s'imaginera jamais la violence et la brutalité dans laquelle elle a été mise. Ouais. Dans une prison où elle est là, elle ne mange pas, elle est privée de ses enfants. Elle est mariée, elle ne peut pas voir cet homme qu'elle aime. Elle ne voit pas seulement la violence au sein de sa famille qu'on essaye de déchirer, elle voit la violence que subit son peuple. Ouais. Ceux à qui on leur refuse le minimum nécessaire pour vivre décemment. C'est de la violence d'avoir la police qui est à vos trousses, et c'est de la violence d'avoir tout un système politique qui est là pour vous espionner, qui vous surveille des moindres gestes et faits. C'est une violence brutale. Et voilà cette jeune femme qui est toute frêle, qui aurait pu profiter de sa jeunesse, qui aurait pu dire « je me marie, je suis avec un homme, je fais des enfants, je suis aide sociale, assistante sociale, je fais mon travail ». On la propulse dans quelque chose, au fond, qu'elle n'aura pas choisi, mais qu'elle sera obligée d'affronter avec force, avec courage, avec bravoure, avec intelligence. C'est ça qui fait la force. La force, ce n'est pas forcément le physique. Oui, moi, oui, je reconnais. Si je suis devant un monsieur qui a 2 mètres quelque chose et 150 kilos, oui, je reconnais, je n'ai pas cette force physique de le combattre. Mais la force se situe au niveau des idées, ce que l'on est capable de porter au plus loin. Et lorsque l'on dit, si l'histoire de Maman Winnie constitue en fait peut-être un justificatif de désengagement pour les jeunes femmes, parce qu'elles peuvent se dire, ah non, hein, c'est quoi cette affaire? Moi, j'ai envie de vivre ma vie. J'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir un mari, j'ai envie de vivre une vie normale. Vos histoires de politique, là, pardon, s'il te plaît, non. Mais nous faisons tous, quelque part, un peu de politique. Parce que nous portons en nous des revendications d'un peuple qui n'a pas encore obtenu justice. Nous sommes, quelque part, obligés d'être propulsés dans cette violence qui nous suit tous les jours. Cette violence où quand on se retrouve dans un pays étranger, on nous rappelle que ça ne va pas parce qu'on ne veut pas accueillir la misère du monde. Cette violence où même quand on est dans nos pays, on a cette violence à nos portes où on n'est même pas capable de se soigner décemment dans nos pays, où on n'est pas capable d'avoir des enfants qui vont dans des écoles décentes,
voilà, cette violence où la justice sociale n'existe pas, où on fait face à de l'injustice quasi quotidiennement. Heureusement que nous faisons partie d'un peuple qui, au fur et à mesure des années, des siècles, disons même, a su quelque part se transformer en quelque chose de si solide qu'on arrive à faire face. C'est peut-être ce qui fait l'instinct de notre survie. Donc le combat de Maman Winnie ne peut pas constituer une pièce de découragement. Au contraire, c'est une piste, un chemin qui nous permet de suivre la voie pour se dire si elle est arrivée, c'est possible. Elle dit, et on le verra dans les prochaines diapositives, qu'en fait, elle est le produit de ce que la population a fait d'elle. Elle est le produit de la masse et elle est le produit en fait du système, ce système machiavélique qui l'a broyé, qui a broyé son homme, qui a broyé sa famille, qui a broyé sa population. Mais ce système-là, il existe toujours. Ce système-là, il broie des familles, il broie des populations. Et nous y sommes encore. Et son combat, c'est le nôtre, que nous continuons. Parce que Frantz Fanon disait, chaque génération doit découvrir sa mission. Et une fois qu'elle connaît sa mission, elle doit soit l'accomplir, ou alors elle a trahi. Les jeunes femmes, les jeunes filles d'aujourd'hui doivent connaître quelle est leur mission. On n'est pas tous obligés, oui, de se présenter, devenir des députés et dire que je veux devenir président de la République, ou ministre, ou député, ou quelque chose. Mais on doit embrasser une cause. Parce que toutes les causes se valent dans ce combat panafricain, qui est un combat juste, parce que c'est le combat de l'humanisation remise à cette population qui en a été dépourvue. Alors, on va passer à la prochaine question que j'ai envie de te poser, Dolly. Je reprends la diapositive et je reviens ici. Alors, elle disait, Maman Winnie, the overwhelming majority of women accept patriarchy unquestioningly and even protect it, working out the resultant frustrations not against men, but primarily against themselves in their competitions for men as sons, lovers, and husbands. Traditionally, the violated wife bides her time and offloads her built-in aggression on her daughter-in-law, so men dominate women through the agency of women themselves. L'écrasante majorité des femmes acceptent le patriarcat et le protègent traditionnellement. J'avance. Les hommes, en fait, dominent les femmes par l'intermédiaire des femmes elles-mêmes dans nos sociétés actuelles africaines. Comment comprendre cela? Alors, ma question pour ma sœur Dolly, en quoi le matriarcat, le respect des principes de la matrice et du pouvoir de la femme, et donc de la lutte pour la revalorisation de la femme et le retour de sa place de choix dans notre société, dans tous les secteurs, constitue une des priorités dans nos luttes panafricaines? Le matriarcat, c'est un terme que beaucoup d'Africains ne connaissent pas. On parle beaucoup de patriarcat. Le matriarcat est parfois un terme même étranger à la mentalité de beaucoup. Pas parce que nous voulons le rendre étranger, mais c'est à cause de notre histoire. Nous avons eu une histoire qui nous a complètement déracinés de nos réalités culturelles et traditionnelles. Nos réalités culturelles qui mettaient la femme au centre. Les femmes étaient considérées comme déesses. Elles étaient considérées comme des dieux. Au Cameroun, les femmes ont fait une cérémonie qu'on appelle le Muvungu, les Bétis. C'est lorsque l'agriculture ne marche plus, lorsqu'il n'y a plus de nourriture. C'est les femmes qu'on met à l'honneur. C'est aux femmes qu'on donne la responsabilité de faire cette cérémonie et d'appeler à ce que les cultures reviennent. Il n'y a pas que dans la société Béti camerounaise, mais dans plusieurs sociétés africaines, les femmes ont une place de choix. Nos dirigeants, les plus grands dirigeants qu'on a eus, comme le leader Muammar Kadhafi,
ont voulu avoir des Amazones autour d'eux, ont voulu avoir des femmes qui vont combattre pour eux, parfois même pas avec eux, mais pour eux. Ça veut dire que la société s'est désolidarisée, déracinée à cause de cette histoire qu'elle a vécue. Cette histoire qui est venue arracher les femmes et les enfants entre les mains de nos hommes. Cette histoire qui a laissé nos femmes sans pouvoir, sans force. Et ces femmes-là, qui étaient restées dans des sociétés seules, lorsque les hommes avaient été pris pour travailler dans les champs ou pour travailler pour leur contremaître colon, elles se sont battues. Mais ce combat n'a pas été vu, n'a pas été pris en compte, tout simplement parce que la société dans laquelle on a mis, n'est-ce pas bien, les conditions dans lesquelles on a mis ces hommes-là, n'est-ce pas, ont plutôt mis en avant l'homme, ont plutôt mis en avant la force de l'homme. Il devait se battre pour sortir de ces conditions-là. Et c'est la bataille de l'homme qui a couvert cette bataille de la femme, qui a gardé, qui était en train de garder la société, qui était en train de garder le reste de ce qu'on pouvait bien leur laisser. Alors, le matriarcat, c'est quoi? Pour qu'une société naisse, pour qu'une société se revendique, il faudrait bien qu'elle rentre dans ses racines. C'est la raison pour laquelle la plupart de nos dirigeants, lorsque nous avons un problème, nous allons voir ailleurs. Parce que nous vivons avec le ailleurs. Notre réalité a été construite par les autres. Alors pour résoudre certains problèmes, on appelle les autres. On ne se confine pas entre nous parce que nous avons accepté cette réalité-là. Alors c'est l'importance du matriarcat parce que nous sommes une société matriarcale. L'importance du matriarcat, c'est que nous revenons sur ce que nous connaissons, sur nos traditions, ce que nos ancêtres nous ont laissé comme héritage. Et que nous utilisons cela pour construire l'avenir de notre société. Et cela nous aidera même à construire aussi notre indépendance parce que nous n'avons pu appeler l'autre parce que l'autre ne connaît rien de nous. C'est nous qui avons le secret de notre société. Donc je ne voulais pas aller très loin dans cette question parce que je voulais juste montrer que la tradition, les cultures, c'est ce qui construit une société. Et lorsqu'une société